C'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie, chers téléspectateurs, surtout quand on est en face d'un invité que l'on aime bien, qui vient nous apporter son éclairage sur un certain nombre de sujets. Je suis en face du docteur Silas Mimile. Bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois, parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de parler du Congo, de la République démocratique du Congo, notre pays, et de ces 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Commençons tout de même par un petit bilan, de manière assez large et globale. Nous avons fêté le 30 juin dernier notre indépendance. Quel est le bilan que vous faites de ces 60 années d'indépendance? En toute objectivité, d'abord, merci pour l'invitation, merci pour l'occasion. En toute objectivité, je dirais que le bilan demeure mitigé. Fort malheureusement. 60 ans d'indépendance, on se rend compte qu'il y a 60 ans de stagnation. Les quelques maigres progrès qu'on peut constater ici et là ne correspondent pas aux ressources, ne correspondent pas aux enjeux, ne correspondent pas aussi aux exigences, hein, aux impératifs du moment, aux impératifs auxquels nous étions censés répondre. Donc, en toute objectivité, avec beaucoup d'humilité et d'honnêteté intellectuelle, il faudrait reconnaître que les 60 ans d'indépendance sont 60 ans de stagnation. Nous avons stagné pendant 60 ans. Surtout lorsque nous comparons le pays qui nous entoure et qui malheureusement n'ont pas ce que nous disposons comme ressources humaines, ressources naturelles, ressources géostratégiques et géopolitiques, nous nous rendons compte que nous n'avons pas utilisé à bon escient les opportunités qui ont été les nôtres. Donc, vous êtes de ceux qui pensent, comme à l'époque de l'indépendance, que nous n'étions pas prêts? Dire que nous n'étions pas prêts, je ne suis pas trop dans cette théorie que nous n'étions pas prêts parce que je ne pense pas qu'il y ait une année précise pour devenir indépendante. Mais il y a une volonté pour devenir responsable. On peut ne pas être prêt pour accéder à l'indépendance, mais une accession prématurée soit-elle devait nous amener à une étape suivante, celle de la responsabilisation. C'est comme un jeune homme âgé à peine de 13 ans qui est obligé d'enterrer son père. Il ne peut pas changer, c'est la vie. Mais je pense qu'il ne vivra pas ces 13 ans ou ces 14 années comme tout autre jeune homme de son âge. Il y a un sens de responsabilisation qui s'impose compte tenu de ce qui est arrivé. Donc, dire que nous n'étions pas prêts, dans une certaine mesure, oui. Mais cela ne doit pas être utilisé comme une excuse. Nous n'étions pas prêts comparativement à d'autres nations africaines. Une des raisons, par exemple, ce n'est qu'en 1954 que le Congo aura sa première université. Après beaucoup de tractations, qu'avec la coopération catholique, que le Congo aura sa toute première université, celle de Louvagnon. Alors que lorsque vous allez dans des pays comme l'Ouganda, déjà en 1938, il y avait des universités. Nous sommes le pays qui a vu l'implantation d'une université en retard par rapport à d'autres pays. Nous n'étions pas prêts parce que déjà le nombre d'universitaires était moins élevé par rapport à d'autres pays. Nous n'étions pas prêts parce que la classe politique a se battu pour avoir l'indépendance sans pour autant avoir réfléchi pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire de cette indépendance. Nous n'étions pas prêts parce que le colonisateur lui-même n'était pas prêt à léguer, à nous léguer ou encore à nous redonner les manettes du pouvoir de ces pays sans pour autant nous préparer. Parce que le colonisateur étant moins ambitieux par rapport aux Belges, par rapport aux Français, par rapport aux Allemands, par rapport aux Anglais, n'ont pas vu dans le succès du Congolais une gloire qui lui serait attribuée en tant qu'ancien colonisateur. Mais qu'à cela ne tienne, une fois que nous sommes devenus indépendants, une fois que nous sommes devenus un État souverain, cela nous incombe. La responsabilité nous incombe pour savoir qu'allons-nous faire de cette indépendance. Parce que dès le départ, là où nos pères fondateurs, nos pères de l'indépendance ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas poussé très loin leurs réflexions, leurs idées pour se poser la question, qu'allons-nous faire de l'indépendance? Est-ce que l'indépendance rime simplement au départ du Belge, du sol congolais? Pourquoi devrions-nous être indépendants? Et pour savoir ce que nous étions censés faire, ou être après l'indépendance, il aurait fallu à nos pères de voir ce que nous avions été, quelles ont été nos ambitions bien avant l'arrivée du colonisateur. Ainsi,
l'accession à l'indépendance ne serait qu'une suite logique de quelque chose qui aurait commencé dans l'âme ou dans les esprits de nos ancêtres et que nous étions censés faire perdurer de par notre savoir, de par nos ambitions qui allaient se greffer aux ambitions de nos ancêtres. Cette absence de la vision a fait que l'indépendance a été résumée en termes du remplacement, ok, en termes du fait que, en termes de la remise et reprise. Le colonisateur va et nous reprenons les manettes de pouvoir. Il a été chassé, il faut dire. Il a été chassé pour en faire... pas aller de bon cœur. Bon, il ne faut pas aussi dire qu'il a été trop chassé. Je crois qu'il y a eu des négociations. Ok, il faut les remettre les choses dans les contextes historiques. Oui. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Ok, ceux qui pensent que les Belges ont été chassés commettent une erreur. Ceux qui pensent que les Belges nous ont donné un cadeau, nous ont donné un cadeau, commettent une erreur. Je crois qu'il faudrait situer les choses dans leur contexte pour comprendre que l'aboutissement à l'indépendance était le fruit d'une négociation. Négociation. Et chaque parti faisait pression, surtout la partie congolaise, faisait pression aux Belges pour dire que nous n'allons pas nous désarmer, vous allez nous donner l'indépendance parce que d'autres pays aux alentours ont déjà eu à accéder à leur souveraineté nationale. La grande faiblesse, c'est qu'il y a eu un manque de vision. Pourquoi devrions-nous devenir indépendants? Quand allons-nous faire de l'indépendance? Quand allons-nous faire de notre pays indépendant qu'on ne pouvait pas faire en étant dépendant? Quand allons-nous faire de l'économie que les Belges ont commencé? Parce que lorsque vous regardez l'histoire du Congo aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de 1960 jusqu'en 2020 aujourd'hui, presque rien n'a été fait. Les réseaux routiers que nous avons aujourd'hui, nous l'héritons du Belge. Nous n'avons pas inventé de nouvelles artères, nous n'avons pas inventé de nouvelles voies de communication. Le port que nous avons, tous ces ports maritimes, fluviales, ce sont des ports que les Belges ont laissés. Lorsque vous regardez les grandes universités, quelles sont les grandes universités? Donc c'est 60 ans après, on est resté fanatique de, de la belle époque. Je parle bien de l'époque coloniale. En effet, donc nous sommes un peu plus nostalgiques. C'est comme ça que je parlais de la stagnation. Oui. C'est comme ça que je parlais d'une sorte de constipation. Aujourd'hui, il faut faire à ce que la voie nationale puisse être déconstipée, puisse se libérer, pour que l'on retrouve sur le sol congolais des infrastructures, des politiques qui vont compétir avec ce que les Belges ont laissé. Lorsque vous regardez notre palais présidentiel, il a le même âge que le pouvoir colonisateur. Lorsque vous regardez nos routes, elles ont le même âge. Donc la question qu'il faut se poser, qu'avons-nous construit de meilleur que les Belges n'ont pas fait? Quel est le niveau de l'économie que nous avons atteint que le colonisateur n'avait pas atteint? Et c'est là où j'ai dit c'est une insulte à l'intelligence, parce que accéder à l'indépendance suppose que nous sommes devenus assez matures pour prendre à bras le corps notre destinée nationale. Et cela impose l'implication de toutes les intelligences nationales. C'est-à-dire le génie national doit aujourd'hui faire du Congo de 2020 un Congo meilleur, de plus loin, meilleur à celui que le Congo était avec le colonisateur. L'époque coloniale, certes, nous rappelle l'exploitation de nos richesses, pillage des ressources naturelles au détriment des Congolais avant l'indépendance. Est-ce que cela a changé 60 ans après? Cela n'a pas malheureusement changé. Allez au port de Matadi, vous allez voir ce qui sort et ce qui entre. Allez à Kasumbalesa, vous allez voir qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Ce qui entre, c'est ce que nous consommons. Les boîtes de sardines, la mayonnaise, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui sort? Ce sont nos minéraux. À Matadi, qu'est-ce qui sort? Ce sont nos bois. Voyez-vous, ce sont nos bois qu'on est en train de couper pour déforester notre espace forestier. Et ces bois nous reviennent sous forme de meubles que des fois nous ne sommes pas en mesure d'acheter et de qualité précaire. Pour dire, si hier les Belges a exploité nos minéraux au détriment du Congolais, comme vous le dites, aujourd'hui, c'est le Congolais lui-même qui exporte ces minéraux sans lui ajouter une valeur ajoutée, sans lui accorder une seule valeur ajoutée, c'est-à-dire le diamant sort à l'état brut, le pétrole sort à l'état brut, le colbate, le cuivre sortent à l'état brut sans avoir bénéficié d'une valeur ajoutée. Ce qui suppose, nous sommes devenus indépendants pour donner aux Belges gratuitement ce qu'ils recevaient hier par la force. Et c'est là par la complicité de notre élite. Le président John Fitzgerald Kennedy disait ceci:
que c'était une aberration pour un État, pour une nation, de clamer haut et fort son indépendance politique, si cette indépendance n'est pas d'abord économique. Or, pour que cette indépendance soit économique, il faudrait l'implication ou encore la mise en place d'un génie et d'une intelligence économique. Et quand l'on parle de l'intelligence économique, cela suppose premièrement la détection des richesses que nous avons. Et la deuxième étape, c'est la transformation sur notre sol de ces richesses. C'est alors que nous pouvons amasser des richesses, c'est alors que nous pouvons amasser des puissances en termes de finances et faire avancer les choses. Mais si les choses vont quitter à l'état brut, telles qu'elles ont été tirées dans le sol, dans notre sous-sol, eh bien, nous ne sommes pas encore matures, nous ne sommes pas encore indépendants, surtout lorsque nous ne devons manger, consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Il n'est pas normal que nous nous habillons étrangers. 60 ans après. Oui. Il n'est pas normal que nous nous habillons étrangers. Que le pétrole que nous utilisons dans nos véhicules soit des pétroles raffinés à l'étranger. Et pourtant, nous avons du pétrole ici. Que les diamants que nous mettons dans nos bijoux pour nos femmes soient raffinés et taillés à l'étranger. Alors que l'Afrique du Sud le fait chez soi-même. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal que le téléphone que nous utilisons soit made in à l'étranger, alors que le cobalt et le coltan extrait chez nous. Il n'est pas normal que nous consommons mayonnaise, confiture, beurre, lait en poudre, que tout cela soit fabriqué à l'étranger, 60 ans après. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous regarder en face, avec un peu de sursaut pour dire trop c'est trop. Nous devons revisiter notre intelligence. Nous devons nous poser de véritables questions et arrêter à procéder par des faux fuyants. Parce que 60 ans après ce que l'élite congolaise a développé, c'est d'étaler sa force, d'étaler son intelligence, mais malheureusement pour des faux débats. Le vrai débat qui touche à notre avenir existentiel, à notre existence en tant que nation. Le vrai débat qui touche à notre humanité. Les vrais débats qui touchent à notre culture. Ce sont des débats que nous reléguons au second et au troisième plan. Mais les débats qui, en principe, ne devaient pas attirer notre attention, ce sont les débats pour lesquels nous descendons dans la rue pour casser. Ce sont des débats pour lesquels nous étalons nos diplômes. Ce sont des débats et la réussite dans ces débats ou encore la victoire dans ces débats n'amène pas les pays à voir son niveau être hissé vers les hauts. Alors, pour construire le Congo plus beau qu'avant, promis dans l'hymne national de la RDC, il faudrait intérioriser cet hymne national. Faut-il se souvenir que la prospérité doit se construire par tous et pour tous? La prospérité ne peut se construire que lorsqu'on pense à la postérité. Il n'y a pas de prospérité sans postérité. Et c'est parce que ce sens-là nous manque, le sens de la postérité. Le sens de legacy, comme on dit en anglais, de legacy, le sens de l'héritage. C'est cette absence, l'absence de cette culture qui empêche à l'homme politique congolais, à l'homme religieux congolais, de chercher comment entrer par la grande porte de l'histoire. Parce que nous pensons que tout finit avec nous. Nous oublions que nous avons trouvé ce territoire, cet espace géographique dans lequel nous sommes nés. Et cet espace, nous devons le léguer à nos enfants. Mais dans quel état allons-nous, excusez-moi, léguer cet espace à nos enfants? Et c'est là où nous disons qu'il ne peut pas avoir une prospérité sans une idée de la postérité. Il faudrait que la prospérité pour laquelle nous nous battons aujourd'hui converge avec la qualité de la postérité que nous voulons avoir. Parce qu'en réalité, c'est pour la postérité que s'est créée la prospérité. Donc, pour dire, nous sommes encore trop loin. Nous sommes encore trop loin d'être ce que nous étions censés être. Nous sommes trop loin d'avoir bâti ce que nous étions censés bâtir. Nous avons dilapidé les maigres ressources que nous avons. Et nous n'avons rien fait des ressources naturelles que Dieu a mis à notre disposition. Si l'histoire ne nous juge pas, nous devons au moins être sûrs que le bon Dieu nous jugera un jour. Pourquoi il nous jugera? Parce que nous n'avons pas fructifié les talents qu'il nous a donnés. Nous n'avons pas fructifié les ressources qu'il nous a données. Parce que Dieu ne peut pas être d'accord que nos enfants meurent de faim quand les poissons dans nos lacs et dans nos fleuves, dans nos rivières, meurent de vieillesse. C'est un paradoxal injurieux
qui insulte l'intelligence et qui insulte même la bonté, la bonté du Tout-Puissant. Il n'est pas normal que nous continuions jusqu'à aujourd'hui à croire que ce qui est étranger, c'est ce qui est meilleur. Je pense que 60 ans après, la priorité doit être celle de construire l'homme congolais. Cet homme qui a été déconstruit par la traite négrière, cet homme qui a été déconstruit par la colonisation, cet homme qui n'a pas été construit par l'indépendance, cet homme qu'on n'a pas repensé, cet homme qu'on n'a pas restauré, il faudrait aujourd'hui en toute urgence construire l'homme congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, même à l'absence du Belge, les Congolais continuent à faire au Congo ce que les Belges lui a fait. Piller les pays. Le Congolais continue à déshumaniser son prochain, à dégrader, à lui enlever toute sa valeur humanisante, comme l'a fait les négriers, comme l'a fait le colonisateur. Le Congolais continue à le faire. Pourquoi? Parce que nous avons cru que l'indépendance était simplement l'absence du colonisateur. Nous n'avons pas compris que l'indépendance consistait d'abord à équiper et ensuite suréquiper l'homme congolais pour lui donner toutes les capacités spirituelles, intellectuelles, culturelles et morales, scientifiques, afin de permettre à cet homme de prendre à bras le corps la destinée de sa nation. Ça, nous ne l'avons pas fait. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les Congolais, qu'ils soient en cravate, qu'ils soient en culotte, qu'ils soient en soutane, qu'ils soient en toge, le Congolais est un homme inachevé. Pourquoi inachevé? Parce que cet homme-là n'est pas structuré. Cet homme n'est pas structuré parce qu'on ne l'a pas pensé. Cet homme n'est pas pensé parce qu'il ne constitue pas la préoccupation de la classe dirigeante. On fait la politique pour les Mercedes, on fait la politique pour la cravate. On fait la politique pour le pouvoir, on fait une politique politicienne. Alors qu'aujourd'hui... Sans aucune rédévabilité. Rédévabilité vis-à-vis du souverain primaire. Vous parlez de dilapider des moyens, donc je peux utiliser la caisse de l'État comme si c'était ma propre caisse. Mais regardez aussi dans quelle manière on l'utilise. C'est là où je dis que nous n'avons pas la notion de la postérité, la notion de l'héritage, papa. Les arbres près de que là où nous allons cueillir des fruits pour manger. Nous n'avons pas forcément planté ces arbres-là. Nous ne connaissons même pas ce qu'ils l'ont fait. La France d'aujourd'hui n'est pas la France de Macron, n'est pas encore la France de Hollande. C'est la France de tous ces anciens vaillants hommes. Bonaparte, Général de Gaulle, tous ces grands noms, Louis XIV, qui ont fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'avons-nous fait du Congo aujourd'hui? 60 ans après. 60 ans après. Donc je pense que même si nous ne l'avons pas fêté avec des défilés, mais je pense qu'il aurait fallu qu'on ait des états généraux. Il aurait fallu qu'on s'asseye. Les états généraux, les discours, tout ça, on a entendu, non? On les a entendus, on les a entendus. Qu'on a suffisamment entendu tout ça. Toute une fois qu'il y a eu états généraux, c'était pour des questions politiques. Et la politique, c'est les talons d'Achille du Congo. La politique, c'est la cheville la plus faible du Congo. La politique, c'est les maillons faibles du Congo. Nous plaidons pour la politique. Lorsque la jeunesse descend sur la rue, c'est pour la politique. Non. Il faudrait, monsieur, mon frère, il faudrait ici dépolitiser, Salomon. Il faut dépolitiser le Congo. Et comment le faire? Parce que le Congo est de la politique. C'est ça aussi le problème. Tout est encastré. Non, on peut dire. C'est ça justement le débat. C'est ça justement le débat. Il faudrait dire à quoi sert la politique dans une société. À quoi sert la politique dans une nation? Voyez-vous? Tout ne doit pas tourner autour de la politique. On ne doit pas se fâcher que parce que ce sont des questions dire la politique politicienne. En effet. Parce qu'il faut faire la différence. Donc aujourd'hui, il faudrait même repenser cet espace politique. Il faudrait verrouiller tout le monde les politiciens. Il faut verrouiller les mailles de cette politique pour que seul le meilleur de la société, le meilleur dans l'élite, se disent capables d'aller faire de la politique. Sinon... Mais les meilleurs en 60 ans n'ont pas pu
nous donner... Mais qu'est-ce que vous appelez meilleur? Quand je dis meilleur, je ne dis pas diplômé. Quand je dis meilleur, je ne dis pas universitaire. Quand je dis meilleur, je dis d'abord intellectuel. Intellectuel parce que tout diplômé n'est pas intellectuel et tout intellectuel n'est pas forcément diplômé de l'université. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qui considèrent l'esprit et l'intelligence comme leur matière première. Ils ne débattent pas par rapport à ce que le président du parti a dit. Ils ne font pas une politique par rapport à ce que l'autorité morale a dit. Ils ne font pas parce que le secrétaire général a dit. Non, non. Dans une société qui se respecte, les hommes ne parlent pas par procuration ou par dérogation. Ils parlent par conviction. Par conviction. Oui. Ils parlent parce qu'ils veulent être les apôtres de grandes valeurs. Ils sont apôtres de la justice. Ils sont apôtres du bien-être. Ils sont ces apôtres de la sociabilisation de la communauté. Ils sont apôtres du savoir. Ils sont apôtres et défenseurs de l'intelligence. Donc, quand je dis ici, le meilleur, ce n'est pas forcément l'universitaire, parce que nous avons vu ce que l'universitaire a fait du Congo. L'universitaire a amené le Congo à un niveau plus bas qu'il a fait le colonisateur. Alors, en ce moment-là, nous devons questionner l'université. Que deviennent nos enfants après avoir été à l'université? 60 ans après, d'ailleurs, le niveau d'études a... Mais justement, si l'université rend moins réfléchi, si l'université ne parvient pas à construire des hommes achevés, et que cette université se contente simplement à distribuer des papiers qu'on appelle diplômes, qui en réalité ne sont pas la preuve d'intelligence, mais juste une présomption. Oui. Mais si l'université se contente simplement à dire nous avons autant de diplômés, sans voir l'incidence de ces diplômés dans la marche de la société, de la communauté nationale, eh bien, il faut questionner l'université. Il faut questionner les professeurs d'université. Et c'est alors qu'il faut questionner l'acteur politique pour nous dire quelle est la politique universitaire que vous avez adoptée. L'école est importante dans une société. Mais l'école peut devenir un frein lorsque son contenu ne corrobore pas à la vision que vous avez de votre société dans l'avenir. C'est là où j'ai dit, il faudrait continuer à faire de la gratuité une force et soutenir le chef de l'État dans cette démarche de la gratuité. Mais il faudrait aussi veiller pas seulement au nombre d'enfants qui vont à l'école, mais veiller aussi à la qualité des enfants. C'est-à-dire, veiller à la quantité dans l'entrée et à la fin veiller à la qualité. Il ne faudrait pas que l'école soit un couloir d'endoctrinement. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous ne veillons pas à la qualité de l'école, nous ne saurons pas faire face à l'avenir. Tous les dictateurs dans le monde sont passés par l'école pour endoctriner, créer ce qu'on a appelé une pensée unique. Donc l'école du Congo doit être compétitive. Non pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. Et où est-ce que l'on sait mesurer la valeur du diplôme? Ce n'est pas sur papier, c'est sur terrain. Qu'avons-nous fait du Congo? Qu'avons-nous fait de notre pays? L'avons-nous transformé ou l'avons-nous déformé? Qui l'ont déformé? Ce sont les universitaires, malheureusement. Ce sont malheureusement les universitaires. Donc 60 ans après, on doit cesser de tomber dans des complaisances. 60 ans après, il nous faut des vrais débats, des débats d'idées. Pas des débats autour d'individus. Les individus sont passagers. Des débats d'idées autour de véritables questions existentielles. Des débats qui touchent à notre identité en tant que peuple. Des débats qui touchent à notre vocation en tant qu'espace. Des débats qui touchent aux enjeux de l'heure, à la mondialisation. Comment aider le Congo à trouver sa place dans la mondialisation? Comment aider le Congo à devenir réellement cette gâchette dont parlait Franck Fanon? Comment faire à ce que le Congo soit le moteur du développement au niveau de l'Afrique, mais aussi un interlocuteur valable dans l'espace mondial? C'est ça notre vocation. Comment faire cela? Nous parviendrons à le faire lorsque nous allons dépolitiser les débats nationaux. Une société comme le Congo n'est pas d'abord politique, elle est d'abord sociologique. C'est avant tout une communauté d'hommes. Et pour cela, nous devons nous réconcilier avec le bon sens, Salomon. Nous devons nous réconcilier avec le bon sens. On ne peut pas devenir diplômé pour devenir moins humain. On ne peut pas parler un bon français et qu'à la fin, on soit moins humain. Non, on ne peut pas parler français et casser les biens d'autrui, sous prétexte qu'on est en colère.
Regardez ce que l'unité industrielle est devenue aujourd'hui. Nous n'avons plus d'industrie parce qu'à un moment donné, nous étions en colère. Donc, d'une part, les dirigeants politiques doivent tout faire pour apaiser la colère en satisfaisant aux besoins fondamentaux de la population. Et d'autre part, les églises que nous sommes devons aussi travailler pour moraliser le peuple, pour lui apprendre à retenir sa colère. 60 ans après, on a l'impression que les églises n'ont peut-être pas prêché l'amour, n'ont peut-être pas prêché le travail, ils ont prêché autre chose que ce qui devait pousser ce pays à aller au développement. Comme tout autre secteur, l'Église n'a pas fait son travail comme il se devait. L'Église aussi n'a pas fait ce qu'il se devait. Ce n'est pas pour rien que nous montons au créneau aujourd'hui pour dire non, non, on ne peut pas continuer comme cela. Parce que même avant d'être chrétiens, nos enfants sont d'abord congolais. Et même nous-mêmes, nous parlons ici, pas seulement en tant que pasteur, nous parlons en tant que Congolais. Si j'étais un pasteur togolais, je ne serais pas sur votre plateau pour vous dire ce que je suis en train de dire. Si j'étais un Camerounais, je ne m'intéresserais pas aux choses du Congo. Je n'en parle pas parce que je suis pasteur. J'en parle parce que dans mes veines coule un sang congolais. Ce n'est pas un sang chrétien qui coule dans mes veines. C'est un sang congolais. Je n'ai pas un passeport du ciel. J'ai d'abord un passeport congolais. Mais je suis un citoyen céleste. Je crois à mon éternité de par la foi que j'ai en Jésus-Christ. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais la crainteté ne m'enlève pas ma citoyenneté. Okay. La crainteté ne m'enlève pas la citoyenneté. C'est ça ce qu'il faut dire aux Congolais. Si réellement nous prétendons connaître Dieu, nous comprenons que Dieu n'est pas fier de nous. Si réellement nous prétendons prêcher Dieu, nous comprenons que Dieu ne peut pas se frapper la poitrine en regardant ce que nous sommes et ce que nous faisons. Parce qu'un des devoirs que Dieu nous donne, c'est de faire de ces pays ce que Dieu attendait de nous. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a gâtés. Dieu nous a gâtés. Il ne faudrait pas qu'un jour, que le Tchad, le Mali, le Soudan fassent un collectif pour dire à Dieu, tu as été injuste, tu as donné aux Congolais inutilement ce qui aurait pu nous aider, nous autres. Il ne faudrait pas que le Japon dise à Dieu, Seigneur, regarde ce que nous sommes, sans richesse. Tout ce que tu nous as donné, ce sont que les tremblements de terre. Et imagine que tu nous avais donné le Congo. Que ferons-nous du monde? Il ne faudrait pas que demain les Coréens, Sud-Coréens disent, Seigneur, nous n'avons rien à part les blessures subies par la colonisation avec le Japon. Mais regarde ce que nous avons fait de notre pays. Et les Congolais, qu'est-ce qu'ils font? Il faut revoir notre discours. Et ce discours, pour qu'il soit revu, il faut l'implication de toutes les classes, toute l'élite dans son ensemble. L'élite culturelle, les acteurs, les musiciens doivent s'impliquer. La presse que vous êtes doit être une presse qui n'informe pas seulement, mais une presse engagée, c'est-à-dire taire toute information qui conduit à un nivellement vers le bas. Et revenir sur une information qui promet la nation, qui fait la sublimation du bon sens, qui fait la sublimation du savoir, qui fait la sublimation de ce qui est noble, de la noblesse, de valeur. Une presse engagée. Il nous faut une politique intelligente. Une politique non pas exercée par des acteurs politiques, mais une acteur politique. Une presse engagée chez nous veut dire être derrière un homme politique. C'est là où je dis que 60 ans après, on a des... Comment on peut aller à l'université pendant 5 ans, sortir avec un diplôme en communication, en information, et s'engager derrière un individu pour devenir sur la place publique. C'est pour des intérêts économiques. Non, non. Bon, ou intérêt du ventre. Intérêt du ventre. Pourquoi? Parce que notre ménage, notre intelligence a quitté le cerveau pour venir se loger à l'estomac. Et lorsque le cerveau quitte la tête pour venir dans l'estomac, on n'est plus des hommes. On n'est même plus des animaux. On devient en deçà des animaux, en dessous. Parce que même un animal se bat pour la survie de ses enfants. Un lion, regardez la poule, aussi faible qu'elle soit, attaquer ses enfants. Elle va déployer ses ailes et vous montrer qu'elle est en colère. Peu importe votre taille, la poule réagirait de la sorte même devant un lion. Elle réagirait de la sorte même devant un éléphant. Pourquoi nous ne le faisons pas pour nos enfants et les enfants de nos enfants? Pourquoi nous ne devons pas barrer la route à toute pensée, à toute habitude, à toute tradition qui voudrait nous maintenir dans la misère, dans la précarité? C'est cette réaction qui devait être naturelle, c'est l'instinct naturel. Non, cette information, ça ne passe pas. Je ne peux pas soutenir un homme
qui baignent dans les mauvaises choses, qui baignent dans l'immoralité, qui baignent dans les antivaleurs, peu importe ce qu'ils me donnent, qu'est-ce que vous préférez? Donner à vos enfants de belles voitures, de bonnes maisons, tout en les déshumanisant, tout en faisant d'eux la honte de demain? Ou bien vous voulez laisser vos enfants vivre avec le nécessaire, tout en faisant d'eux de véritables hommes? C'est la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui. Et c'est là où je parle d'un débat national dépolitisé. Parce que le mal congolais, je le répète, je le résume en 2 mots. L'hyperpolitisation, l'hyperspiritualisation. Okay. Nous spiritualisons tout. C'est-à-dire, le diable est partout. Le diable est partout et Dieu doit tout faire. Même pour celui qui ne travaille pas. Le diable est partout. Il veut manger. Il veut manger. Mais il pense au nom de la grâce. C'est comme si la grâce signifiait paresse. Et il a oublié que la manne ne tombe plus du ciel. La manne ne tombe que dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, on ne sait pas s'aimer. Parce que dans le désert, on ne sait pas arroser. Dans le désert, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de champs. Voilà pourquoi la manne tombe. Mais dès qu'on entre dans la terre promise, la manne ne tombe plus. Pourquoi? Parce que la terre de la terre promise est fertile. Pourquoi? Parce qu'à la terre promise, il pleut. Donc Dieu ne va pas faire pour le Congo ce qu'il n'a pas fait pour le Gabon. J'aimerais que 60 ans après, que notre discours change. Parce que le discours d'hier a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, de paresseux. Le discours d'hier a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui veulent travailler, gagner sans avoir travaillé. Nous sommes tombés dans la culture de la chance et l'okopamba. Nous sommes dans un pays où on ne valorise pas le travail. Mais où les travailleurs est comparable aux chômeurs. Il peut avoir 36 mois, 40 mois, 60 mois d'un paiement des salaires. Mais on veut arrêter en même temps la corruption. Je me pose la question, comment ça se fait? C'est quoi le miracle qui peut se passer? Non, il n'y a pas de miracle. Une nation ne doit pas trop compter sur les miracles. Je suis un homme de Dieu, je prêche les miracles. Je crois à la guérison miracle. Mais pour ce qui est d'une nation ne se guérit pas miraculeusement. Dieu peut guérir miraculeusement un cancéreux. Il peut guérir miraculeusement un aveugle, un sidatique. Mais les nations ne se guérissent pas par miracle. Détrompez-vous. Celui qui vous prêche ça, il vous a menti. Une nation se guérit sur base d'un programme intelligemment élaboré, animé par des acteurs compétents, consciencieux, responsables, chapeautés par un leadership intègre. Voilà la recette. Donc une nation ne va pas s'élever comme ça en 2021, pouf, vous devenez le premier pays puissant en Afrique. C'est impossible. Je pèse mes mots. Je suis un homme de Dieu. Même à genoux dans les prières, tous les jours. Écoutez, quand vous prierez, Dieu vous donnera les recettes. Et les recettes, c'est ce que je suis en train de vous donner. Un programme intelligemment élaboré, tenant compte des enjeux internes et externes. Ce programme doit être animé par des acteurs compétents, responsables et consciencieux. Je ne dis pas animé par les membres du parti politique. Il faudrait que l'on soit en mesure de laisser que les programmes nationaux ne soient pas animés seulement par les acteurs d'un parti politique. Parce que toutes les intelligences ne logent pas dans les partis politiques. Il y a des intelligences qui sont apolitiques. Apolitiques, mais qui peuvent faire avancer les choses du pays. Vous n'avez pas besoin d'exiger à Salomon une carte politique pour travailler dans votre cabinet. Dans un cabinet. Non. Non. Les partis politiques ne doivent pas devenir l'extension d'un cursus académique. Je ne cesse de le dire. Ça dit pour trouver un bon travail, je dois être membre d'un parti politique. Non, non, non. Surtout que nous savons... Sinon, vous ne serez jamais ministre. Sinon, voilà. Par exemple, sinon vous ne serez jamais ministre. C'est-à-dire, hier colonisé par les Belges, aujourd'hui colonisé par les partis politiques. Aujourd'hui colonisé par les autorités morales. Aujourd'hui colonisé par les chefs des partis, colonisé par les pasteurs, colonisé par les cardinaux, colonisé par les évêques. Du coup, on a des jeunes qui ont de la compétence, sans avenir, qui ne peuvent jamais exercer une quelconque fonction, que ce soit directeur dans des entreprises, tout simplement parce que il y a des vieux qui continuent et qui ne veulent pas laisser les jeunes... Il faut s'émanciper. Il faut, après l'indépendance, vient la liberté. L'indépendance n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Après l'étape de l'indépendance, il faut la liberté. C'est comme ça que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'indépendance, c'est la délivrance. C'est la sortie de la terre de l'Égypte. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sorti de l'Égypte que vous entrerez forcément en Canaan.
La génération qui est sortie de l'Égypte n'est pas entrée à Canaan. Vous savez pourquoi? Elle n'avait plus les chaînes de Pharaon. Mais la mentalité d'esclaves leur a empêché d'entrer à Canaan. Il faut libérer la jeunesse congolaise. La rendre responsable. Qu'elle cesse de réfléchir par procuration. Qu'elle ne dise pas le pasteur a dit, qu'elle dise qu'elle dit la Bible. Qu'elle dit la Constitution. Qu'elle dit le bon sens. Ce que le chef du parti me dit. Est-ce que c'est le... Vous savez, c'est révoltant ce que nous voyons aujourd'hui. C'est révoltant. Quand vous regardez, vous comparez la jeunesse sénégalaise, excusez, souffrez, à la jeunesse congolaise, ce n'est pas le potentiel qui manque à la jeunesse congolaise. Ce n'est pas non plus l'envie de réussir qui manque. Mais il y a une crise de modèles. La jeunesse congolaise souffre d'un manque de repères, d'un manque de modèles. Et c'est ça, la lutte qu'il faut mener 60 ans après. Il faudrait que dans les 10 prochaines années, lorsque nous totaliserons 70 ans, que ce soit la grande fête. 70 ans doivent être la grande fête. Donc du coup, il faut déboulonner les mentalités. Il faut déboulonner les mentalités, déprogrammer cette structure que nous avons pour refaire une reprogrammation. Et c'est là où l'Église doit s'investir, sans faire la politique, parce que l'Église n'est pas appelée à faire la politique. L'Église est apolitique. Mais le patriotisme est divin. L'Église doit s'approprier de son rôle moralisateur, de son rôle patriotique, de son rôle spirituel. Parce que qui dit spirituel, dit l'essence même de la vie. L'Église doit aider l'homme congolais chrétien à devenir le meilleur des citoyens sur lesquels l'État peut compter. À devenir la meilleure des femmes, des jeunes filles, jeunes garçons, sur lesquels l'État peut compter pour dire « je crois en cela ». C'est ce qui est arrivé à un moment donné au Cuba. Les services d'immigration cubains se sont rendus compte que ceux qui sortaient de Cuba pour aller en Amérique, la majorité de ceux qui revenaient étaient des chrétiens. Ainsi, des questions commençaient à être posées. Vous êtes de quelle religion? Quand vous dites « je suis un chrétien évangélique », on vous fait confiance. Est-ce que nous sommes crédibles? C'est ça le combat. Donc il faut dépolitiser, il faut déspiritualiser. Quand je dis déspiritualiser, c'est parce qu'il y a une spiritualité à outrance. Dieu fera, Dieu fera, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est... Non, non, non. Dans une société qui se respecte, la justice de Dieu doit être le dernier rempart. Mais il ne faudrait pas que quand vous me volez mon téléphone, que je dise Dieu vous jugera. Non, 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 non. Là, c'est la faillite de l'État. Je ne dois pas dire Dieu vous jugera. Non, 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 non. Non. Sinon, Dieu n'allait pas parler des magistrats comme serviteurs de Dieu. Avoir Dieu dans une nation n'annule pas la valeur des institutions de cette nation. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on dise « Ah, tel nous a fait souffrir, Dieu les jugera. » Non, 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 non. Il faudrait qu'il y ait des instances assez équipées, moralement, financièrement, matériellement, intellectuellement, pour me juger lorsque je vous vole votre montre, lorsque je vous vole votre voiture, lorsque je vous vole votre terrain, parce que je suis colonel. Non, ce n'est pas à Dieu d'agir. Quand je me mets à genoux, après me mettre à genoux, me lever, je vais à la justice. Et je dois croire que cette justice-là n'a pas peur du colonel. Mais apprendre les gens à dire Nzamba Zali, Dieu est là, Dieu va nous aider, Nzamba Kosunga, c'est une aliénation. C'est une aliénation. Et c'est une aberration. Parce que même Jésus lui-même, il est mort après avoir été jugé par les instances compétentes. C'est lui qui dit, la Bible, le roi Salomon qui dit. Le roi Salomon, c'est un roi. Oui. La justice élève une nation. Ça, c'est un roi. Il comprend la valeur de la justice. Il ne dit pas que les cours et tribunaux élèvent la nation. Non, non, non. La justice. La justice, c'est différent. Et la justice qui élève une nation... Donc ce n'est pas la justice, cours et tribunaux. Non, parce que dans les cours et tribunaux... Les juges, comme on dit maintenant. Mais c'est la justice... Une justice fondée sur les valeurs de Dieu. Une justice qui valorise l'homme.
Une justice qui vient au secours du fort et au secours du faible. Il ne faudrait pas que les forts disent qu'il y a justice parce que les faibles souffrent. Il ne faudrait pas que non plus le faible utilise la justice contre le fort. Pour casser, pour détruire. Non, non, là ce n'est pas la justice. La justice qui élève une nation, c'est cette justice qui repose sur ces trois piliers que je viens d'évoquer. Elle valorise et tient compte des valeurs divines, la sacralité de la vie. Lorsqu'on tue un policier, lors d'une marche, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Le péché de ces policiers. Mais il y en a qui pensent qu'ils se sont fait justice en faisant ça. Non, non, on ne se fait pas justice. Et pourquoi la Bible dit... Il y en a même qui se réjouissent. C'est parce que nous sommes devenus moins qu'humains. Moins qu'humains. Nous sommes devenus des sous-hommes. Il faut une délivrance nationale. Il faut un lavage de cœur. Il faut que l'amour regagne nos cœurs. Il faudrait que les prochains retrouvent sa valeur. Que les prochains qu'on a en face de soi deviennent un miroir. Nous nous voyons dans les prochains. Quoi? Nous devons déplorer les morts quand il y en a chez les civils, mais aussi quand il y en a chez le militaire. C'est pas normal. Qu'on tue comme ça avec des moellons. Non. Ça fait à un moment donné, quand nous on grandissait, même quand on tuait une poule, on ne voulait pas regarder. Oui. On avait peur du sang. Il faudrait que les philosophes, les sociologues, les hommes d'église, les savants se mettent assis pour dire d'où remontent ces atrocités. Quels sont les éléments qui ont favorisé l'émergence de ces atrocités? Depuis quand le Congolais est devenu sanguinier? Depuis quand le Congolais peut arrêter comment on appelle ça? Kisenso, un voleur de téléphone, et on va les crucifier. Tout le monde est en train de filmer. On crucifie les voleurs et on met un pneu. Depuis quand sommes-nous devenus aussi médiocres, violents à ce point? Quels sont les éléments qui ont favorisé? Est-ce au niveau de la musique? Est-ce les responsabilités de l'homme politique? Est-ce les messages prêchés dans les églises? Est-ce le théâtre? J'ai cité 4 domaines où il faut inspecter. Comment est-ce qu'un jeune Congolais qui dans sa vie n'a jamais coupé la tête d'une poule, mais peut se permettre à tuer avec des moellons? Comment un policier peut tirer à balles réelles un manifestant qui a les mains levées, qui n'est pas armé? Comment est-ce qu'on peut arriver au point où l'on enseigne dans un auditoire censé recueillir 200 étudiants, mais on a devant soi 850 étudiants? Vous-même, professeur, vous n'avez pas 1 mètre carré pour faire les mouvements, mais vous continuez à enseigner. Et vous ne vous plaignez jamais. Comment sommes-nous arrivés au point où on peut être dans un taxi-bus sur les boulevards du 30 juin, parce qu'il est 16 h avec les travaux qu'il y a, les chauffeurs taximens et sont en complicité avec son receveur, prennent la bande contraire, le sens contraire, roulant plus de 80. Pas seulement le pauvre et les clients... Pas seulement le pauvre Congolais, même les autorités. Les clients sont censés être des modèles. Les clients qui sont dans le taxi-bus, qui ont fait plus d'études que les chauffeurs et les receveurs, sont assis confortablement avec leur téléphone quand on leur engage devant la mort. Comment on peut prendre une autorité, le conduire dans ce sens-là? Mais vous savez que la mort d'une autorité par accident, c'est la machine de l'État qui s'arrête pendant un temps. C'est-à-dire le bon sens. Le bon sens. Nous l'avons perdu. Comme on dit en lingala, kibomoto. Nous l'avons perdu. Comment on peut laisser autant de Wewa rouler, pas une seule plaque d'immatriculation? Le bon sens. Ça ne demande pas la politique, ça demande le bon sens. Comment on peut vivre de la sorte? On pourrait dire à la manière de notre pays. Comment on peut insulter les pasteurs
comme un vulgaire monsieur, jusqu'à aller profaner un lieu sacré, un lieu de culte. Le bon sens. Depuis quand avons-nous cessé d'être des humains? Depuis quand? Il faut inspecter les 4 secteurs que je vous ai dit. Il faut inspecter. Y a-t-il des éléments là-bas qui ont enlevé en nous l'instinct divin, qui ont enlevé en nous cette nature humaine qui fait que nous ressemblions au bon Dieu? Comment on peut être à l'aise de passer quand au marché de Selemba où l'on vend les tomates, piments, à même le sol, dans la boue, et on vient acheter? Comment? Comment on peut voir le sorcier dans tous ceux qui sont vieux? Comment on peut être à l'aise quand on s'arrête au carrefour à Lubumbashi d'entendre des enfants de 8 ans, 9 ans surgir de nulle part en train de vous tendre la main? Et on va aisément, confortablement dans son bureau sans être interpellé. Ce sont des bombes à retardement. Ce sont des bombes à retardement. Ces enfants qui sont dans tous les acteurs principaux, qui demandent de l'argent alors qu'ils devaient être à l'école. Ils n'iront jamais à l'école, ces enfants. Parce que vous n'allez pas leur demander d'aller s'asseoir du matin jusqu'à 12 heures, affamés, quand ils savent que quand je vais sur le boulevard, je rassemble mes 3-4 000 francs. Ce sont des choses qui doivent nous inquiéter. Comment pouvons-nous vivre aisément 60 ans après d'indépendance et continuer à voir notre franc congolais être la deuxième monnaie après les dollars, alors que la monnaie, vous le savez avec moi, vous savez si bien que moi, que c'est le symbole de la souveraineté nationale. Il faut dépolitiser les débats, humaniser les débats. Revenons d'abord humains. Laissons, ok, pasteur, laisse d'abord la pastorale, laisse d'abord le journalisme, laisse d'abord la politique. Discutons comme des hommes, comme ça se fait dans des villages, comme ça se fait dans une famille. Parce que dans nos familles, quand nous discutons, nous ne discutons pas parce que toi tu es avocat, tu es magistrat, non, non. On discute d'abord parce qu'on est humain. Nous partageons un dénominateur commun, ce sont nos parents. Nous partageons un dénominateur commun, c'est le sang qui coule dans nos veines. Discutons en tant qu'humains. Est-ce qu'une société peut devenir ce que notre société est devenue? Et qu'on continue à parler des individus, qu'on continue à se battre autour de certains sujets qui ne nous concernent pas directement, alors que les sujets qui touchent à notre existence, qui touchent à notre identité en tant que peuple, sont relégués au second, au deuxième, troisième, quatrième plan. Non, il faut humaniser les débats, socialiser les débats, rendre les débats nationaux plus humains. Ce que tu fais, mon frère, n'est pas bon. Que le bon sens te juge. Que le bon sens te juge. On ne peut pas arrêter. La presse ne doit pas faire la place, ne doit pas jouer le rôle de la justice. Vous arrêtez un voleur, on l'amène à la télé sans être jugé. Et juste à côté, il y a un policier. Un état de droit doit d'abord être un état droit. Seul un état droit peut devenir un état de droit. Et l'état de droit, c'est de se rassurer que la justice, bien rémunérée, consciente, morale, fera son travail pour créer un climat de paix, un climat de sociabilité dans l'espace national. L'état de droit, c'est aussi éviter que la démocratie devienne une démocrature. La démocratie ne doit pas devenir une démocrature, c'est-à-dire la dictature exercée par le peuple. La dictature exercée par la masse. Que ce soit la dictature, la démocrature, sont toutes deux à déplorer. Juste depuis quand avons-nous cessé de comprendre qu'on peut tuer quelqu'un par empoisonnement sans hériter ce qu'il va laisser? Depuis quand avons-nous cessé de comprendre qu'il y a un juste juge au ciel? On peut échapper aux mailles de la justice, mais on ne peut pas échapper à la justice éternelle de Dieu. Depuis quand avons-nous cessé? 60 ans après.
Il faut réinventer l'homme congolais. Il faut mettre en place des structures, des changements de mentalité. La pesanteur que le Congo subit aujourd'hui s'appelle Congolais. C'est plus la Belgique. C'est pas le Rwanda. La pesanteur s'appelle Congolais. Il faut un changement de mentalité. Il faut un programme structuré pour le changement de mentalité. Un programme qui s'étend dans les 10 prochaines années, échelonné, financé, exercé par des animateurs qui ont la maîtrise de ce que l'homme congolais est devenu dans sa détérioration, mais qui ont aussi une vision sur ce que l'homme congolais doit être demain pour être compétitif à ses frères de l'Afrique et aussi être un interlocuteur valable face à l'Occident. Merci à vous, docteur Silas Mimile. On a encore envie de vous laisser parler parce qu'on a beaucoup de choses à partager tout au long de cet entretien. Vous avez peut-être retenu qu'il faut formater cet homme congolais, réinventer le nouveau Congolais. C'est lui qui pense constamment à son pays sans arrêt, sans qu'il tienne compte des colorations politiques et autres pesanteurs qui nous attirent vers le bas et qui nous éloignent de plus en plus du développement. Si nous voulons croire au développement de demain, au Congo de demain, nous devons absolument, en tant que citoyens de ce pays, nous rendre disponibles pour servir le Congo. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous retrouverons certainement la prochaine fois pour un autre invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et des membres de vos familles. Au revoir.